Maître David Dehar, bonjour. Bonjour. L'association Val-Savoir et moi-même vous remercions de nous recevoir, d'avoir accepté notre demande d'interview. Vous êtes maître de conférence à Lille 2. Vous êtes également avocat au barreau de Lille, spécialisé en droit de l'environnement. C'est précisément sur cette branche de droit qu'on aimerait plus particulièrement vous interroger. Donc, une première question, maître Dehar. Le droit de l'environnement, c'est un droit somme toute assez inconnu pour le commun. Et donc, est-ce que vous pourriez simplement introduire le sujet en quelques phrases de manière assez succincte? Oui, écoutez, le droit de l'environnement, c'est une matière qui couvre plusieurs secteurs. On n'y pense pas tous les jours, mais les déchets qu'on produit, c'est le quotidien. On produit des déchets dès qu'on consomme. Il y a toute une matière juridique qui vient encadrer la gestion des déchets. Quand on consomme de l'eau, eh bien, les normes de consommation de la qualité de l'eau, on regarde les conditions d'implantation d'une éolienne, quand on regarde les conditions d'implantation d'un panneau photovoltaïque, quand on regarde les conditions de toutes nos industries, on s'aperçoit qu'à chaque fois on a des règles dites de police, de réglementation. Le simple fait de circuler sur la plage, les conditions de circulation, tout ça c'est fixé par le droit de l'environnement. Du droit de l'environnement, il y en a partout et on pense souvent à la protection des espèces. Et ce n'est pas seulement l'objet privilégié du droit de l'environnement, c'est les pollutions, les nuisances et aussi, fort heureusement, la protection des espèces. D'accord, donc c'est quelque chose d'assez large en fait. Tout à fait. Large, mais qui doit être aussi technique, puisqu'il y a des domaines assez nombreux, comme ceux que vous Alors, avez évoqués. oui, la règle est souvent technique, elle est pas facile à comprendre dans sa formulation, parce que souvent c'est un droit fait par des ingénieurs. Néanmoins, le contentieux et le cadre général des enquêtes publiques, des études d'impact, tous ces éléments-là sont des éléments aujourd'hui qui sont plutôt du domaine du juridique, des juristes, plutôt que du domaine des ingénieurs. C'est-à-dire que si les ingénieurs fixent le contenu des règles, réalisent les études, le cadre juridique est maîtrisé bien souvent par les juristes et les avocats. D'accord. Le droit de l'environnement, est-ce que c'est un droit récent? J'ai une autre question qui vient peut-être avec elle. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu besoin d'élaborer un tel droit? Alors, récent, je dirais, c'est une prise de conscience. Les deux questions, vous avez bien fait de les lier, c'est très juste. C'est une prise de conscience et elle est récente. Une prise de conscience qu'on peut à peu près située en 1972 avec la conférence de Stockholm, renouvelée avec la conférence de 1992 dite de Rio, et là il est clair qu'au niveau international il y a une prise de conscience de la nécessité de protéger l'environnement. En France, dès les années 70, on a au milieu des années 70 des règles fondamentales. J'évoquais tout à l'heure l'étude d'impact, c'en est une, qui est posée en 76. L'enquête publique, 1983, on la démocratise. Bon, on peut dire que les choses se sont quand même accélérées, accentuées, complexifiées aussi à compter des années 90. Et depuis les années 90, on ne cesse d'avoir des textes pointus, 2000 nouveaux codes de l'environnement, assez épais, qui fait un bon millier de pages en version Dalloz, ou même en version LITEC, et depuis des événements constitutionnels, ce qui est rare pour une matière. On a vu le droit de l'environnement constitutionnalisé avec la charte dite de 2004. Bien. En tant que professionnel, en tant qu'avocat, quels sont les différents protagonistes qui interviennent dans le droit de l'environnement? Quels sont vos types de clients, plutôt, ou plus simplement aussi à qui s'adresse le droit de l'environnement? Alors, le droit de l'environnement s'adresse essentiellement aux industriels, c'est vrai. On a un cadre juridique qui vient conditionner les activités polluantes ou les activités de production d'énergie, plus largement. Les acteurs, très souvent, on a un acteur qui est le préfet de département, qui va donner des autorisations, qui va délivrer des permis d'exploiter, des permis de construire. Et on aura souvent un contentieux, comme vous le savez, vous êtes étudiant en droit, un contentieux devant le juge administratif des autorisations d'exploiter ou des autorisations de construire.
Mais le droit de l'environnement, c'est aussi du droit pénal de temps en temps, hein. C'est aussi du droit commercial, c'est aussi du droit civil. Par exemple, la cession des sites et sols pollués implique des actes, des baux, ou éventuellement, évidemment, des actes de vente qui comporteront ce qu'on appelle des clauses environnementales. Ça peut être des sanctions pénales. Le fait, par exemple, de détruire une espèce est évidemment sanctionné pénalement. Le fait de polluer l'eau, ce sont des comportements qui appellent des sanctions pénales. Je voulais justement revenir à une question au niveau des sanctions. Oui. Ces sanctions pénales ou civiles d'ailleurs, elles sont plutôt lourdes, plutôt légères. Elles peuvent être très très lourdes. Aujourd'hui, enfin ça dépend ce qu'on considère, en tout cas elles sont dissuasives. C'est sans doute une nouveauté de ces 5 dernières années et qui a été aggravée, renforcée, diront certains, par le Grenelle de l'environnement. On a des sanctions pénales, ça c'est évident. Généralement, ça avoisine les 75 000 € d'amende encourue au maximum et 1 année d'emprisonnement pour toutes les personnes qui exercent des activités polluantes sans les autorisations requises ou qui méconnaissent des ordres préfectoraux tendant à faire respecter un certain nombre de règles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas simplement des sanctions pénales qui impliquent une intervention du juge, on a des choses beaucoup plus pratiques, ce qu'on appelle des sanctions administratives, qui peuvent être infligées unilatéralement par le préfet, qui peuvent consister à imposer aux industriels, par exemple, de consigner une somme d'argent dans les mains d'un comptable public. Et tant que l'industriel n'a pas satisfait à son obligation environnementale, cette consignation sera toujours présentée. Évidemment, c'est extrêmement dissuasif en principe. Dissuasif, des sanctions dissuasives, mais est-ce que c'est globalement un droit qui est respecté? Est-ce que ça entraîne un respect plus intense que dans un autre droit? Alors, c'est un droit qui est respecté. Ça peut surprendre de l'entendre dire. On peut se dire c'est un droit jeune, c'est un droit qui serait mou, qui serait pas très respecté. Or, regardez précisément les choses. On a certes des pollueurs, on en a, mais on a aussi énormément d'activités qui sont sur le terrain encadrées. On a de plus en plus une anticipation de la part des acteurs sur le terrain pour éviter de commettre des illégalités grossières. On a donc évidemment tout un travail en amont avec des bureaux d'études qui intègrent la contrainte environnementale. Le contentieux, de temps en temps, rattrape les industriels, mais globalement, on peut dire que la France, de mon point de vue en tout cas, sur le terrain des obligations de police, est assez bien dotée juridiquement et arrive à faire respecter sa législation. On peut même peut-être considérer qu'elle est parfois un peu trop lourde. Bon, elle est en même temps souvent indispensable pour éviter les dérives et les abus. Bien. Ça me fait une transition pour une autre question. Vous dites la France, un arsenal assez lourd. Est-ce que les questions environnementales ne se jouent pas au niveau mondial? Est-ce que le droit de l'environnement repose plus sur des traités internationaux ou bien la législation nationale? Alors, là encore, vous avez une remarque fort pertinente. Je mets avant de poser le problème en termes d'emprise des traités internationaux sur éventuellement le droit national, je dirais qu'il faut regarder du côté du droit communautaire pour avoir un chiffre à l'esprit. Le droit de l'Union européenne aujourd'hui représente entre 70 et 80% du droit de l'environnement technique national. Donc les directives communautaires sont la source privilégiée de notre matière, que ce soit en études d'impact, que ce soit en enquête publique, que ce soit en prescription de police. J'évoquais tout à l'heure 2 exemples, les déchets, j'évoquais l'eau, la norme qui fixe le nombre de milligrammes par litre d'eau, de milligrammes de nitrate acceptable est fixée par une directive communautaire. Le régime juridique des déchets en France est fixé par le droit communautaire. Donc le droit communautaire est essentiel. Là où vous avez évidemment raison d'élargir et de globaliser le propos, c'est évidemment du droit international et en fait les relations entre les États
qui vont être ici déterminantes, et l'intégration par la communauté internationale de la nécessité de protéger l'environnement. Pourquoi? Parce qu'on l'a appris à nos dépens, malheureusement. Évidemment, l'environnement et les pollutions en particulier ne connaissent pas de frontières. La lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre évidemment les risques de pollution, et cette lutte est tributaire d'un échange international intense sur les causes, mais aussi sur les remèdes et des accords concrets. Et on sait qu'on a énormément de difficultés à faire comprendre aux gens qu'en Europe, et qu'en France en particulier, on se fixe des objectifs importants, là où d'autres pays du monde, au nom du développement effréné, n'entendent pas limiter et conditionner leur propre industrie. Et ça, c'est extrêmement difficile à accepter, et ça montre que la réponse doit être aussi internationale. Bien.